Voici Israël, un petit pays du Moyen-Orient au bord de la mer Méditerranée qui compte 9,4 millions d'habitants et une économie étonnamment robuste. Surprenant car l'économie israélienne n'a pas beaucoup d'atouts, mais elle a beaucoup d'obstacles. Il est impossible d'analyser l'économie israélienne sans reconnaître les relations historiquement hostiles qu'elle a entretenues avec ses voisins, et bien que je ne sois pas assez compétent ou courageux pour parler des complexités géopolitiques de cette région, les économies ont tendance à se porter beaucoup mieux lorsqu'elles s'entendent bien avec les pays voisins, et c'est un avantage qu'Israël n'a pas. Sur le plan économique, c'est un véritable défi car l'État n'a pas de partenaires commerciaux directs à ses frontières. Il doit consacrer une part importante de son budget national à la défense et son seul véritable accès au commerce mondial passe par l'océan. Bien que ce soit souvent la meilleure option, il est bon d'avoir des alternatives, en particulier pour les produits de base comme le pétrole qui peuvent être transportés par oléoduc. Le pays ne dispose pas non plus de beaucoup de ressources naturelles, de terres arables ou d'une population suffisamment importante pour permettre une fabrication à faible coût. En 2009, Israël consacrait plus de 5% de son PIB aux importations d'énergie, ce qui le rendait non seulement vulnérable aux pays fournisseurs de cette énergie, dont beaucoup n'appréciaient pas Israël, mais signifiait également que la croissance économique dans une industrie compétitive serait un défi, alors que beaucoup de capitaux affluaient vers l'étranger. Malgré tous ces défis, Israël reste l'une des économies les plus riches et les plus avancées du monde, avec des chiffres de production plus de 10 fois supérieurs à ceux de ses voisins directs et même supérieurs à ceux du Canada, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Le plus surprenant, c'est qu'il y a moins de 40 ans, l'économie israélienne se trouvait dans la même situation que des pays comme la Turquie, le Pakistan, le Liban et le Sri Lanka aujourd'hui. Les troubles politiques, la stagnation de la croissance économique, l'inflation élevée et un manque général de confiance dans l'économie rendent ces problèmes difficiles à résoudre. Mais Israël les a bien résolus et constitue donc une étude de cas utile pour de nombreux économistes du monde. Alors comment Israël s'est-il remis d'un échec économique total ? Quels sont les moteurs de son développement économique qui en font l'un des pays les plus riches du monde ? Est-il possible de reproduire cette réussite dans d'autres pays confrontés à des défis similaires aujourd'hui ? Et enfin, cette histoire de réussite économique pourrait-elle toucher à sa fin ? Après avoir fait tout cela, on pourra placer Israël dans le classement de l'économie expliquée. L'économie israélienne telle qu'elle existe aujourd'hui a vu le jour au milieu des années 1980. Le pays était confronté à un taux d'inflation annuel de plus de 350%, ce qui signifiait que le shekel israélien était inutile pour des applications économiques. La plupart de la population a eu recours à des devises étrangères, telles que le dollar américain, ce qui a entraîné d'autres problèmes. Sur le plan macroéconomique, l'utilisation de la monnaie d'un pays étranger signifiait que le gouvernement avait moins de contrôle sur les choses. Augmenter les impôts en dollars revenait à admettre que sa propre monnaie ne valait rien. Mais s'il avait augmenté les impôts en shekels, il se serait retrouvé avec un quart de pouvoir d'achat qu'il avait un an plus tôt et aurait été contraint de compenser la différence par une création monétaire accrue, ce qui aurait entraîné une augmentation de l'inflation et la nécessité d'imprimer plus de monnaie. Normalement, le rôle d'une banque centrale est d'arrêter ce cercle vicieux en contrôlant la masse monétaire et en augmentant les taux d'intérêt pour préserver la valeur de sa monnaie. Mais cela ne fonctionne que lorsque la banque centrale agit indépendamment du gouvernement. Au cours des 2 dernières années, la Turquie a connu des problèmes d'inflation sévères, bien au-delà du niveau élevé que connaissent la plupart des pays du monde. La Banque centrale a au moins essayé de la freiner en augmentant les taux d'intérêt, mais le gouvernement turc l'a forcé à les abaisser. L'idée est que si les entreprises doivent payer moins d'intérêts sur leurs prêts, elles peuvent se développer plus rapidement, créer plus d'emplois et contrer le problème de l'inflation. Cette théorie n'est pas complètement erronée. Et si la production économique peut croître plus rapidement que la masse monétaire, il y aura plus de nouveaux biens et services que de dollars, de livres ou de shekels, de sorte que chaque unité de monnaie pourra acheter plus de ces biens et services, ce qui constitue une déflation. Mais un peu d'inflation est aussi une bonne chose car elle encourage les gens à dépenser leur argent ou à l'investir de manière à ce qu'il conserve sa valeur. Malheureusement, les gouvernements ne se rendent pas compte qu'une inflation élevée peut étouffer la croissance économique, car elle fait fuir les investisseurs étrangers, ce qui freine l'industrie. Certains contrats commerciaux sont conclus pour de nombreuses années, et lorsqu'une entreprise veut embaucher un employé, la première chose qu'elle veut savoir est le montant de son salaire. Et si la valeur d'une monnaie chute si rapidement, les accords à long terme sont impossibles, car une bonne affaire aujourd'hui peut devenir une mauvaise affaire à l'avenir si la monnaie du pays n'achète plus qu'un cinquième de ce qu'elle valait au moment où l'accord a été conclu. En réalité, une inflation supérieure à 5% est plus néfaste que bénéfique. Ainsi, le taux d'inflation de 370% enregistré par Israël en 1984 constituait un véritable problème, et la plupart de ses citoyens évitaient donc d'utiliser leur propre monnaie.
La stabilité et la confiance sont l'une des choses les plus importantes en économie, et personne à l'intérieur ou à l'extérieur d'Israël n'avait confiance dans la stabilité de son économie. Changer cela a été la première et la plus difficile des mesures que le gouvernement a dû prendre pour commencer à redresser le pays. En 1985, Israël a introduit une nouvelle monnaie pour remplacer le shekel, qui avait perdu toute valeur, par le nouveau shekel israélien. L'introduction d'une nouvelle monnaie ne résout pas à elle seule le problème de l'inflation. Le gouvernement devait inciter les gens à l'utiliser, au lieu de faire des affaires avec le dollar américain stable et internationalement reconnu. Pour inciter les gens à utiliser leur nouvelle monnaie, il devait leur donner la certitude qu'elle ne connaîtrait pas les mêmes problèmes que l'ancienne monnaie. Il convient de noter que l'ancien shekel n'a techniquement existé que pendant 5 ans, entre 1980 et 1985, après avoir été remplacé par le nouveau shekel israélien. Bien que ce remplacement ait été effectué à raison, il ne s'agissait pas tant d'une nouvelle monnaie que d'un changement d'image. Le nouveau shekel était censé marquer un nouveau départ et a été lancé parallèlement au plan de stabilisation économique du gouvernement israélien. Pour redresser le pays, Israël a mis en œuvre un plan en 5 points, simple en théorie. Le gouvernement devait réduire les dépenses excessives. Les dépenses publiques constituent l'une des principales pressions d'inflation. Si le gouvernement injecte de l'argent dans l'économie par le biais d'aides sociales, d'emplois publics ou de grands projets d'infrastructure, la demande des consommateurs augmentera, car davantage de personnes disposeront de plus d'argent. Grâce à la réduction des dépenses, les personnes qui percevaient des revenus de ces dépenses n'en auront plus, et les entreprises qui percevaient des revenus par ce biais auront également plus de mal à gagner de l'argent. Si une monnaie devient une ressource rare, elle prendra de la valeur. Alors que les pays du monde entier luttent aujourd'hui contre leurs propres problèmes d'inflation, une grande attention a été accordée à la politique monétaire des banques centrales. Et de nombreuses personnes ne réalisent pas que les dépenses publiques et les impôts sont tout aussi importants parce qu'ils augmentent et diminuent la masse monétaire, qui est une composante importante de l'inflation. Ils ont également rendu la Banque d'Israël, la banque centrale du pays, totalement indépendante du gouvernement, comme c'est le cas dans la plupart des économies avancées du monde. Les banques centrales et les gouvernements ont des rôles liés dans la prospérité économique globale, mais laisser les banques agir de manière indépendante signifie qu'elles peuvent intervenir, augmenter les taux d'intérêt et arrêter la création de monnaie, même si le dirigeant du pays tente de les obliger à agir autrement, à l'instar de la Turquie. Après avoir réduit les dépenses et accordé l'indépendance à la banque centrale, le gouvernement israélien a également laissé le shekel perdre de la valeur sur les marchés monétaires internationaux, puis a fixé temporairement le taux au nouveau prix bas. La dévaluation de la monnaie nationale était une mesure intéressante, car elle augmente l'inflation. Si un pays dépend des importations, comme c'est le cas d'Israël, le fait de devoir dépenser plus de monnaie locale pour la même quantité de produits est la définition de l'inflation. Mais le premier défi du gouvernement à l'époque n'était pas de contrôler l'inflation, mais d'amener les gens à utiliser leur monnaie. S'ils pouvaient échanger les dollars américains qu'ils utilisaient contre une quantité raisonnable de nouvelles monnaies, ils seraient plus enclins à adopter celle-ci, ce qui était un compromis intéressant, même si cela s'est fait au prix d'une augmentation de l'inflation pendant les 5 premières années. À la fin des années 1980, l'inflation était revenue à un niveau raisonnable, et la plupart des échanges intérieurs s'effectuaient à nouveau dans la monnaie nationale. Le plan de stabilisation avait fonctionné, et aujourd'hui encore, de nombreux pays pourraient prendre les mêmes mesures pour se sortir de problèmes similaires. Mais pour Israël, cela signifiait désormais qu'il pourrait développer son potentiel. En 1987, une fois l'inflation stabilisée, Israël affichait un PIB par habitant de 9 000 $, soit un peu moins de la moitié de celui des États-Unis, ce qui n'était pas si mal, mais au cours des 3 décennies et demie suivantes, le pays allait combler l'écart de manière significative. Le premier exploit a été de découvrir du gaz naturel. Jusqu'alors très dépendant des importations d'énergie, le pays est devenu autosuffisant, mais cela n'a pas suffi pour qu'il devienne un État producteur de combustibles fossiles dont l'économie dépend de l'exportation de ces ressources naturelles. Israël bénéficie également du tourisme et abrite d'importantes destinations religieuses pour de nombreuses confessions différentes, accueillant généralement plus de 4 millions de touristes par an, à l'exception des dernières années en raison du Covid, soit près d'un touriste pour 2 résidents, ce qui génère beaucoup de revenus étrangers dans le pays et crée de nombreux emplois. Pour un pays de moins de 10 millions d'habitants, cette industrie touristique devrait normalement représenter à elle seule une part importante de la production économique totale, mais en Israël, elle ne représente que 2% de son PIB total. La véritable ressource d'Israël est sa population très intelligente. Aujourd'hui, Israël consacre 2 fois plus d'argent à la recherche et au développement que des pays très techniques comme les États-Unis, ce qui a permis au pays de créer des industries de pointe qui ajoutent une grande valeur économique à l'intérieur de ses frontières. Israël est l'un des plus grands producteurs mondiaux de semi-conducteurs avancés. La nécessité d'une armée forte en a fait un fabricant de systèmes d'armes de premier plan, et l'une de ses principales importations est constituée de diamants bruts qui sont ensuite transformés en bijoux vendus à un prix élevé.
La semaine dernière, nous avons examiné l'économie de la Corée du Sud et constaté que ces entreprises internationales étaient le moteur de son succès, ajoutant de la valeur à l'économie même au-delà des frontières du pays. L'histoire est très similaire en Israël, sauf que les entreprises y sont moins connues parce qu'elles opèrent dans des secteurs moins orientés vers le consommateur. Peu de gens achètent des systèmes de défense antimissile. Les entreprises sont également plus petites, mais plus nombreuses, et c'est une bonne chose. Les revenus de Samsung représentaient à eux seuls 20% du PIB de la Corée du Sud, ce qui provoque une certaine instabilité économique lorsqu'une si grande partie de l'économie dépend des performances d'une seule entreprise. Israël attire également de nombreuses entreprises internationales d'Europe et d'Amérique du Nord, qui ont établi des usines de haute technologie et des centres de recherche dans le pays afin d'avoir accès à sa main-d'œuvre peu nombreuse, mais hautement qualifiée. L'importance de l'innovation en Israël a valu à la région entourant Tel Aviv le surnom de Silicon Wadi, qui signifie vallée en arabe, et une référence à son innovation qui n'a rien à envier à la Silicon Valley, la capitale mondiale de l'innovation technologique. Malheureusement, pour les autres pays qui souhaitent reproduire le succès d'Israël, il n'est pas si facile de devenir un centre mondial d'innovation et de technologie. Israël n'a pu développer ses industries que grâce à un programme qu'il a mis en place. Une fois l'économie remise sur les rails, il a encouragé l'innovation en demandant au gouvernement d'investir directement dans les industries prometteuses. Ce n'était pas un nouveau concept. Si Taïwan est la plaque tournante mondiale de la fabrication de puces, c'est parce que son gouvernement a investi dans des entreprises comme TSMC et les a soutenues. On peut dire qu'Israël a fait la même chose, mais en mieux. Les investissements publics dans ces institutions à but lucratif sont toujours difficiles à réaliser, car les possibilités de corruption sont si nombreuses qu'elles aboutissent à l'octroi de fonds publics à des personnes immorales. Israël n'est pas à l'abri de la corruption, et pendant la période de redressement économique, le gouvernement essayait de faire d'abord en sorte que les gens aient confiance en la monnaie locale. Il était donc impossible de s'attendre à ce qu'ils investissent dans l'industrie privée à ce stade. La solution a finalement consisté en une approche hybride. Les investisseurs privés ont été encouragés à financer des entreprises en Israël avec leur propre argent. Et en retour, le gouvernement leur a accordé de généreux allègements fiscaux et des prêts à taux zéro pour faire fructifier leur argent. Cela signifiait que les investisseurs continuaient à risquer leur propre argent, donc ne l'utilisaient pas de manière irresponsable, faisant d'Israël un lieu très attractif pour investir et créer une entreprise. Le point fort, c'est que les prêts étant remboursés, le gouvernement israélien construisait finalement ses industries de pointe sans dépenser. Dans les années 1990, le gouvernement a élargi cette stratégie pour tirer parti de l'expertise technique acquise par près d'1 million de scientifiques, d'ingénieurs et de médecins de l'ex-Union soviétique qui se sont installés en Israël après l'effondrement de l'Union. Nous avons parlé des avantages de l'immigration qualifiée le mois dernier, et je ne veux pas le répéter, mais si vous regardez les graphes de la population d'Israël, vous pouvez voir l'afflux de certains des travailleurs les plus qualifiés du monde. L'État d'Israël n'a pas eu beaucoup d'avantages, mais il a surmonté de nombreux défis au cours de ses 75 ans d'histoire en tant que pays, sans parler de toutes les questions géopolitiques que je ne pourrais même pas traiter dans une seule vidéo. Malgré ces défis, il a été en mesure de devenir l'une des économies les plus prospères du monde, ce qui est un signe fantastique que même les pays qui sont confrontés maintenant à de graves défis ont l'espoir d'offrir un avenir meilleur à leur population avec un peu de bonne gestion économique. Il est maintenant temps de placer Israël dans le classement de l'économie expliquée, en commençant par la taille. Israël a un PIB de 488 milliards de dollars, ce qui en fait la 29e plus grande économie du monde, juste derrière l'Irlande et la Norvège. Il obtient une note de 7 sur 10. Bien qu'il soit loin d'être une économie de 1000 milliards de dollars, puisque sa production n'est partagée que par 9,5 millions de personnes, son PIB par habitant est d'environ 52 000 dollars, ce qui la place devant des pays comme le Canada, l'Allemagne, le Japon et même Hong Kong. Elle est le 15e pays le plus productif au monde, mais reste derrière des pays comme les États-Unis et des pays extrêmes comme le Luxembourg, ce qui lui vaut une note de 8 sur 10. La stabilité et la confiance sont difficiles à évaluer en raison des questions géopolitiques mentionnées, qui resteront à l'esprit de toute personne faisant des affaires avec Israël. Au cours des 3 dernières décennies, le pays a réussi à redorer son image et les gens ont beaucoup plus confiance pour y investir. Mais pour l'instant, il obtient une note de 6 sur 10, ce qui, pour être clair, n'est pas mal du tout. Le pays affiche un taux de croissance annuel moyen de 7%, ce qui est conforme à certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Rien qu'au cours de la dernière décennie, le pays a presque doublé sa production, ce qui lui vaut une note de 9 sur 10. Enfin, l'industrie. C'est là qu'Israël brille vraiment. Le pays a tiré le meilleur parti de sa population pour créer une sélection variée d'industries à forte valeur ajoutée, de premier plan et d'importance mondiale, allant du commerce des diamants à la production de puces informatiques de pointe, mais son économie reste relativement modeste par rapport à celle des véritables superpuissances industrielles. Il obtient donc une note de 8 sur 10, ce qui donne à Israël une note moyenne très respectable de 7,6 sur 10, et le place ici dans le classement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao!